Aux premières heures du 29e mars 2019, Samantha Josephson, étudiante de 21 ans à l'Université de Caroline du Sud, profitait d'un verre avec des amis qu'elle n'avait pas vus depuis longtemps. En raison de son emploi du temps chargé entre la préparation de ses examens de fin d'études et les soins prodigués à un proche dont la santé était fragile, Samantha avait rarement l'occasion de se détendre. Ce soir-là, ayant enfin un peu de temps libre, elle avait décidé de savourer ces précieux moments en bonne compagnie. La soirée les avait menés jusqu'au Bird Dog Bar à Columbia, où ils étaient arrivés vers minuit 40. Cependant, moins de 2 heures plus tard, aux alentours de 2 heures du matin, Samantha décida d'appeler un Uber, car elle devait travailler plus tard ce jour-là. Elle quitta le bar seule et attendit dehors l'arrivée du chauffeur. 9 minutes plus tard, une voiture arriva et Samantha y monta, sans se douter qu'elle venait de s'installer dans un véhicule qui n'appartenait pas au chauffeur Uber qu'elle attendait, mais à un homme aux intentions funestes, un homme qui avait prémédité de lui ôter la vie. Bienvenue sur la chaîne YouTube Chronique des Charges. Si vous aimez écouter ce type d'histoire, abonnez-vous à nos 2 chaînes. Merci, et passons maintenant à ce récit troublant. Samantha Josephson était une jeune femme aimée et respectée de tous. Pour ses amis, elle était bien plus qu'une simple camarade. Elle était une personne essentielle dans leur vie. C'était une jeune femme pleine de bonté, toujours prête à aider, intelligente, ouverte et chaleureuse. Elle se réjouissait de l'étape suivante de son parcours, terminer ses études en sciences politiques à l'Université de Caroline du Sud et intégrer la faculté de droit de l'Université Drexel à Philadelphie. Elle y poursuivrait ses rêves, près de l'endroit où elle avait grandi à Robbinsville dans le New Jersey. Malheureusement, Samantha n'aura jamais l'opportunité de réaliser ses rêves, car elle est devenue la victime de Nathaniel Rowland. Nathaniel Rowland, âgé de 24 ans à l'époque, vivait dans la communauté non incorporée de New Zion, dans le comté de Clarendon, en Caroline du Sud. Il y résidait depuis ses années de lycée à l'East Clarendon High School, où il avait été un basketteur prometteur. Cependant, contrairement à Samantha qui menait avec succès ses études et profitait de la vie étudiante, la trajectoire de Rowland avait pris une autre direction. Après son inscription à l'Université d'État de Caroline du Sud en 2017, il avait rapidement abandonné. Il enchaînait des emplois mal rémunérés et avait eu des démêlés avec la justice. En octobre 2018, il avait été arrêté pour des accusations de fraude. Cet épisode ne l'avait pas empêché de poursuivre son comportement imprudent, ce qui, 1 an plus tard, l'amena au bord de commettre un crime atroce. Le 29e mars 2019, Rowland arpentait les rues de Columbia lorsqu'il remarqua une jeune femme qui attira son attention, Samantha Josephson, qui se tenait devant le Bird Dog Bar. En voyant sa voiture, Samantha supposa qu'il s'agissait de l'Uber qu'elle avait commandé. Elle monta à bord, inconsciente du fait qu'elle venait d'entrer dans le véhicule d'un inconnu aux intentions dangereuses. Rapidement, elle se rendit compte de son erreur, car la voiture prit une direction opposée à celle de son appartement, et le conducteur refusa de s'arrêter malgré ses supplications. Ce soir-là, Samantha était en couple avec Greg Corbishley, qui se trouvait à Charleston et avait accès à sa localisation via une application qu'il partageait pour des raisons de sécurité. Allongé dans son lit, Greg regardait son téléphone lorsqu'il remarqua que Samantha se déplaçait dans une direction inhabituelle. Bien qu'il ne souhaitât pas empiéter sur sa vie privée, il trouva étrange qu'elle ne se dirige pas vers son domicile, d'autant plus qu'elle lui avait dit peu avant qu'elle rentrait chez elle. Essayant de rester calme, Greg tenta de l'appeler plusieurs fois, mais il ne parvint pas à la joindre, espérant qu'elle était peut-être chez des amis. Cependant, lorsqu'il se réveilla plus tard dans la matinée, Greg découvrit plusieurs appels manqués de la part des amis de Samantha, inquiets, car elle n'était pas rentrée chez elle et ne s'était pas présentée à son travail. Cette situation plongea Greg dans l'angoisse. En discutant avec sa colocataire, il apprit que l'Uber commandé par Samantha la veille au soir
était indiqué comme annulé, ce qui était illogique puisqu'il l'avait vu se diriger vers une voiture. Greg réalisa alors une terrible possibilité. Samantha était-elle montée dans le véhicule d'un étranger et devenue la victime d'un événement tragique? Greg n'était pas le seul à être inquiet. Tandis qu'il essayait de contacter les parents de Samantha, ses amis avaient déjà informé la police de Columbia. Marcy et Seymour, les parents de Samantha, n'avaient également aucune nouvelle d'elle, ce qui poussa Greg à monter immédiatement dans sa voiture et à se rendre à Columbia, déterminé à aider les autorités à la retrouver. À son arrivée à Columbia, Greg rejoignit les amis de Samantha pour participer aux recherches. Ils explorèrent les alentours du Bird Dog Bar, où elle avait été vue pour la dernière fois. Ils frappèrent aux portes, interrogèrent les passants, mais personne ne semblait détenir d'informations utiles. En dernier recours, ils s'adressèrent au personnel du bar et demandèrent à visionner les images de vidéosurveillance de la veille. Sur les enregistrements, on voyait clairement Samantha, reconnaissable à son haut orange vif, montée à bord d'une Chevrolet Impala noire à 4 portes à 2h09 du matin. Muni de ces informations, Greg se rendit immédiatement au poste de police. Les forces de l'ordre mirent alors en œuvre tous les moyens à leur disposition et analysèrent les images de vidéosurveillance de tout le district afin de recueillir davantage d'indices. Heureusement, l'une des caméras installées près du parking du bar avait filmé la Chevrolet noire en train de circuler dans le secteur avant de prendre Samantha à bord, ce qui laissait penser à un enlèvement prémédité. Cependant, bien que cette information fût capitale, elle ne permit pas de localiser Samantha. D'autres caméras perdirent la trace du véhicule à environ 1,5 km du bar et la plaque d'immatriculation n'était pas visible. Conscient qu'il leur fallait davantage de renseignements sur le conducteur et sa destination, la police lança une alerte auprès de toutes les patrouilles, leur demandant de surveiller toute Chevrolet noire correspondant à la description. En parallèle, les enquêteurs entreprirent un voyage de 12 heures jusqu'au New Jersey pour s'entretenir avec les parents de Samantha, Marcy et Seymour. Ils leur demandèrent l'autorisation d'accéder au relevé bancaire de leur fille, supposant que quelqu'un pourrait avoir tenté d'utiliser ces cartes. Ce soupçon s'avéra exact, car la carte de Samantha avait été utilisée à 2 reprises, une première fois dans un distributeur situé à 43 miles de Columbia, puis une seconde fois en ville. L'espoir que Samantha ait elle-même utilisé ces cartes s'évanouit rapidement. Après vérification des images de surveillance, on découvrit qu'un homme vêtu de noir, portant des gants et un bandana sur le visage, avait tenté de retirer de l'argent. Ces images fournirent peu d'éléments aux enquêteurs, mais au moins, ils savaient désormais que le suspect était un homme et il disposait d'une localisation approximative. 14 heures seulement après la disparition de Samantha, 2 chasseurs de dindons, près de New Zion, découvrirent un corps qui fut rapidement identifié comme étant le sien. Tragiquement, Samantha était morte avant que toute aide ait pu lui être apportée, et les circonstances de sa mort furent d'une brutalité extrême. Les enquêteurs relevèrent plus de 120 coups de couteau sur son visage, son cou, ses épaules, son torse, son dos, ses jambes, ses bras et ses pieds. Les blessures étaient si profondes que certaines atteignirent son crâne et perforèrent son cerveau. Parmi les lésions, on constata également la section d'une artère principale ainsi que l'os hyoïde de sa gorge. Le médecin légiste chargé ultérieurement de l'autopsie conclut que Samantha avait probablement succombé dans les 10 à 20 minutes suivant le début de l'attaque, son corps ne contenant plus que 20 millilitres de sang lorsqu'il fut retrouvé. Lorsque Greg arriva à Columbia, il se joignit aux amis de Samantha pour participer activement aux recherches. Cependant, leurs efforts demeurèrent vains jusqu'à ce que la police trouve un indice crucial. Une Chevrolet Impala noire, la même voiture dans laquelle Samantha était montée en pensant qu'il s'agissait de son chauffeur Uber. Dans la nuit du 30 mars, vers 3 heures du matin, l'agent Jeffrey Kraft
repéra un véhicule correspondant à la description et activa ses gyrophares pour en ordonner l'arrêt. Le conducteur, au lieu d'obtempérer, tourna brusquement à gauche dans une rue à sens unique, dans la mauvaise direction, avant de finalement s'immobiliser. Kraft s'approcha du véhicule et demanda le permis de conduire du conducteur qui affirma l'avoir perdu dans une boîte de nuit. Après quelques questions supplémentaires, notamment sur la consommation de marijuana, Kraft invita l'homme à sortir du véhicule. Ce dernier tenta alors de prendre la fuite, mais il fut rapidement maîtrisé, menotté et identifié comme étant Nathaniel Roland. Alors que Nathaniel était en garde à vue, une jeune femme restée sur le siège passager fut filmée par la caméra corporelle de l'agent. En raison des soupçons, les policiers eurent des motifs valables pour fouiller en détail le véhicule de Nathaniel et ce qu'ils découvrirent fut un véritable puzzle macabre. Dans la portière côté conducteur, ils trouvèrent un porte-clés rose avec une clé USB, tandis que sur la banquette arrière se trouvait le téléphone portable de Samantha, de couleur or rosé, ainsi que des traces de sang. Le volume de sang était tel que les sièges et les panneaux intérieurs des portières en étaient imbibés, révélant ainsi l'ampleur du crime qui s'était déroulé dans ce véhicule. Poursuivant l'inspection, les enquêteurs ouvrirent le coffre et mirent au jour des vêtements ensanglantés, des lingettes imbibées d'eau de javel, ainsi qu'un produit de nettoyage pour vitres, apparemment utilisé dans une tentative désespérée d'effacer les preuves. Tous ces éléments pointaient vers Nathaniel Roland, conducteur de la Chevrolet noire, comme étant impliqué dans l'enlèvement et la mort de Samantha. Les analyses médico-légales confirmèrent que le sang retrouvé dans le véhicule appartenait bien à Samantha, fournissant ainsi une preuve irréfutable de son implication dans le crime. Alors qu'il était placé en détention, Nathaniel se plaignit soudainement de problèmes de santé, affirmant qu'il se sentait mal et avait des difficultés à respirer. Les policiers firent appel à un médecin qui, après examen, conclut que Nathaniel était en parfaite santé et apte à être conduit au poste pour un interrogatoire approfondi. Étonnamment calme, Nathaniel ne montra aucun signe de détresse durant son interrogatoire. Après avoir été ramené en cellule, il s'endormit rapidement. Les enquêteurs prirent ensuite contact avec la petite amie de Nathaniel, Maria Howard, qui fut elle aussi convoquée pour un entretien. Elle révéla que Nathaniel avait quitté leur domicile aux premières heures du 28 mars et n'était rentré que vers 8 heures du matin le lendemain, coïncidant ainsi avec l'horaire de la disparition de Samantha. De plus, après l'obtention d'un mandat de perquisition pour la maison de Maria, les enquêteurs mirent la main sur des éléments accablants dans une poubelle derrière la maison. Des essuie-tout imbibés de sang, des produits de nettoyage, des vêtements ensanglantés, ainsi qu'un outil multifonction à double lame également couvert de sang. Les analyses génétiques confirmèrent que ce sang était celui de Samantha, resserrant ainsi encore davantage l'étau autour de Nathaniel Roland. Conscients que toutes les preuves accusaient Nathaniel Roland, les détectives poursuivirent leurs interrogatoires avec Maria Howard. Cette fois, elle avoua finalement avoir vu Nathaniel nettoyer du sang dans sa voiture ce matin-là. Bien qu'elle n'ait pas alerté les autorités sur le champ, elle expliqua son silence par la peur et l'incertitude. Cet aveu ne fit que renforcer encore davantage le dossier déjà solide contre Nathaniel. Cependant, la preuve la plus accablante, celle qui allait sceller définitivement son sort, fut l'analyse ADN effectuée sous les ongles de sa main droite. Les experts médico-légaux mirent en évidence un mélange d'ADN appartenant à 3 personnes, Nathaniel, Samantha et une autre personne non identifiée. L'analyse révéla que la probabilité que ces traces proviennent de Nathaniel, Samantha et d'une 3e personne était 94 millions de fois plus élevée que la possibilité que ce soit l'ADN de Nathaniel et de 2 inconnus. Cette preuve irréfutable vint asseoir la responsabilité directe de Nathaniel dans la mort de Samantha. Le 29e avril 2019, Nathaniel Roland fut inculpé pour meurtre, enlèvement et détention d'une arme lors de la commission d'un crime violent.
Le procès débuta le 20 juin 2021 et l'accusation avança la thèse selon laquelle Nathaniel avait tué Samantha dans le but de lui voler son argent. Bien que le procès se soit déroulé en Caroline du Sud, où la peine de mort est souvent requise, le parquet demanda la peine maximale d'emprisonnement. Durant le procès, l'accusation appela 31 témoins à la barre, articulant témoignages et preuves pour reconstituer le déroulé précis de ce crime d'une brutalité extrême. Selon la thèse des procureurs, Nathaniel avait bloqué Samantha dans sa voiture en activant la sécurité enfant sur les portières. Lorsqu'elle tenta de résister, il la maîtrisa et la tua sauvagement. Son corps fut ensuite abandonné dans un champ à New Zion. Bien qu'il restât incertain que Nathaniel ait prémédité le meurtre ou ait initialement eu l'intention de la voler seulement, il ne faisait aucun doute qu'elle avait été tuée de manière atroce. La défense plaida qu'aucune preuve n'établissait que Nathaniel était au volant au moment de l'enlèvement de Samantha. Cependant, l'accusation prouva le contraire. L'analyse des signaux téléphoniques révéla que les téléphones de Nathaniel et de Samantha avaient voyagé ensemble cette nuit-là, et celui de Nathaniel fut géolocalisé près du champ où le corps fut découvert après le meurtre. Par ailleurs, son téléphone fut également repéré à proximité de 2 agences bancaires, Wells Fargo, là où un homme visible sur les images de vidéosurveillance tenta de retirer de l'argent avec la carte de Samantha. Maria Howard, l'ex-petite amie de Nathaniel, témoigna également contre lui. Interrogée sur les allées et venues de Nathaniel la nuit de l'enlèvement, elle déclara qu'il était censé être au rez-de-chaussée pendant qu'elle dormait à l'étage. Toutefois, elle ne put exclure la possibilité qu'il se soit éclipsé à son insu. Au terme du procès, la somme des témoignages et des éléments de preuve brossa un tableau accablant. Nathaniel Roland fut reconnu coupable d'un crime qui bouleversa la communauté. Samantha Josephson restera à jamais dans les mémoires comme une jeune femme dont la vie et les rêves furent tragiquement brisés. Lorsqu'elle lui demanda des explications à propos du sang, Nathaniel insulta Maria, affirmant que cela ne la regardait pas. Elle précisa que l'intérieur du véhicule dégageait une forte odeur de chlore et que Nathaniel portait des gants chirurgicaux bleus tout en nettoyant l'habitacle avec des lingettes. Pendant qu'il se rendait chez la mère de Maria, Nathaniel nettoyait même un outil multifonction, celui qui sera plus tard identifié comme l'arme utilisée pour tuer Samantha. Lorsqu'elle lui demanda pourquoi il nettoyait l'arme et la voiture, il répondit sèchement que ce n'était pas son affaire. Lors du procès, cet outil fut présenté comme la pièce à conviction numéro 13 et Maria l'identifia formellement comme celui que Nathaniel nettoyait cette nuit-là. Bien qu'elle ait admis que Nathaniel n'avait jamais prêté sa voiture à quiconque et qu'il était le seul à la conduire, ce dernier continua de nier toute implication dans le meurtre, soutenant que les preuves n'étaient pas suffisantes. Pourtant, les éléments à charge étaient accablants. L'ADN de Samantha sous ses ongles, la géolocalisation des téléphones menant jusqu'au lieu où le corps avait été retrouvé, sans oublier le témoignage de sa compagne, l'ayant vu nettoyer une voiture ensanglantée, ainsi que l'arme. La mère de Nathaniel, Loretta Roland, provoqua une scène dans la salle d'audience, clamant que son fils était victime d'une injustice. Elle s'écria « L'État accuse mon fils d'un crime qu'il n'a pas commis. Je le sais en tant que mère, et une mère connaît son enfant. Je sais que mon fils n'a pas fait cela. » Le juge interrompit rapidement cet élan d'émotion et le procès se poursuivit, les preuves accablantes continuant d'être présentées contre Nathaniel. Le juge Clifton Newman de la cour de circuit souligna à plusieurs reprises que sa priorité était d'entendre les témoignages et d'examiner minutieusement les faits. Après avoir écouté l'ensemble des témoins et analysé les preuves, tant le juge que le jury parvinrent à un verdict clair. Le 7 juillet, Nathaniel Roland fut reconnu coupable sur l'ensemble des chefs d'accusation. Dans sa déclaration finale, le juge Newman s'adressa à Nathaniel, insistant sur la cruauté de l'acte commis. Il déclara
n'avoir jamais présidé une affaire où la victime avait subi plus de 120 coups de couteau, qualifiant ce crime de l'un des plus barbares qu'il ait eu à juger. Le juge prononça ensuite une peine d'emprisonnement à perpétuité à l'encontre de Nathaniel Roland, précisant que l'ensemble des preuves confirmait sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Après le verdict, la famille et les proches de Samantha durent faire face à la douleur d'accepter leur perte. Pour honorer sa mémoire, ils créèrent la fondation What's My Name, une organisation caritative consacrée à l'éducation sur la sécurité lors de l'utilisation de services de transport comme Uber. L'objectif de la fondation est d'encourager les utilisateurs à vérifier minutieusement le véhicule qui vient les chercher en confirmant la marque, le modèle et la plaque d'immatriculation indiquée sur l'application, et à adopter des mesures de sécurité comme appeler quelqu'un en montant à bord afin que leurs proches soient informés en cas de danger. Les parents de Samantha mirent également en place une bourse d'études portant son nom et collaborèrent avec des législateurs pour renforcer la sécurité des passagers utilisant les services de covoiturage. Le 5 juin 2019, la loi sur la sécurité des services de covoiturage Samantha L. Josephson fut adoptée en Caroline du Sud. Cette loi oblige les chauffeurs de ces plateformes à afficher leur plaque d'immatriculation à l'avant de leur véhicule, et toute personne se faisant passer pour un chauffeur encourt une amende allant jusqu'à 1 000 $ et une peine de prison de 2 ans. En outre, le texte exige que les véhicules présentent des panneaux d'identification comportant le nom, la photo du conducteur et la plaque d'immatriculation. Les chauffeurs sont également tenus de fournir aux passagers un code barre qu'ils peuvent scanner pour vérifier l'identité du conducteur avant d'embarquer. Cette législation, ainsi que des mesures similaires adoptées en Caroline du Nord et au niveau du Congrès, connues sous le nom de Sammy's Law, ne pourront jamais ramener Samantha auprès des siens. Mais elles apportent un certain réconfort à sa famille, en sachant que sa mort contribuera à sauver d'autres vies. Bien que Samantha ait été arrachée trop tôt à la vie par un crime brutal, l'Université de Caroline du Sud lui décerna, à titre posthume, son diplôme en sciences politiques en mai 2019, lors d'une cérémonie qui aurait dû célébrer son succès. Ainsi, d'une certaine manière symbolique, son dernier objectif fut accompli et son héritage perdurera à travers les lois et la fondation qui veillent à la sécurité des autres.